Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Moi, j'ai horreur de rester cantonné dans mon petit précaré. J'aime bien sortir un peu du cadre, out of the box, hein, et ruer dans les brancards carrément et de proposer d'autres choses. Voilà. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors, pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. Raphaël Matos-Wassem est maître d'enseignement à la Haute École de Gestion, HES-SO, Valais-Wallis, en Suisse. Dès son plus jeune âge, il voyage et observe les différentes cultures de notre monde. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années lors d'une conférence sur le tourisme durable à Lyon, à l'école du tourisme IEFT. J'aime beaucoup sa curiosité et de la manière intelligente il questionne le tourisme aujourd'hui. Ses recherches portent sur le tourisme urbain et patrimonial, le tourisme durable dont la mobilité touristique et la piétonisation des espaces urbains, le tourisme communautaire, l'histoire du tourisme et les nouvelles tendances touristiques. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps d'explorer le tourisme positif avec Raphaël. Bonne écoute. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es où ? Bonjour François, je suis à Vevey sur les rives du lac Léman, en Suisse. D'accord. Et quel temps fait-il là-bas ? Parce que chez nous, c'est pas top en ce moment. Hein. Bon, ici c'est pareil, il a plu beaucoup ce matin, là ça va un peu mieux, mais il n'y a pas de soleil en vue encore, en tout cas. Bon. Hélas. Est-ce que c'est les premiers signes du règlement des règlements climatiques? Non, c'est tout simplement l'arrivée de l'automne, je pense. Gentiment. Oui, tout à fait. Ah là là. Dis-moi, Raphaël, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et nous dire aussi ton activité ? D'accord, j'essaierai de faire un résumé la chose. Et je suis né en Amérique du Sud, d'un père vénézuélien d'origine espagnole, d'une mère allemande. Et on a beaucoup déménagé par la suite. Et j'ai vécu au Costa Rica également, aux États-Unis, à Los Angeles, et en Suisse une première fois. Après, j'ai fait des études de géographie au Costa Rica et j'ai enchaîné avec des études en études du développement et en géographie à Genève, où j'ai fait un doctorat que j'ai soutenu il y a déjà un peu plus de 20 ans en arrière. Et actuellement, je suis professeur de tourisme durable à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, et le chapitre valaisan à Sierre. En fait, mon statut exact est celui de maître d'enseignement. Et je fais aussi la recherche, voilà, pour mon compte et en partie lié aussi avec mon institut d'enseignement et de recherche. D'accord. Voilà, donc, ça c'est en gros. Et puis, une chose importante quand même, je me suis intéressé progressivement au tourisme
et déjà avant la rédaction de ma thèse. Et j'ai eu la chance de participer à un projet de recherche sur le tourisme à Genève. Avec deux collègues, on a publié un bouquin là-dessus avec un regard critique sur le tourisme genevois. Ça nous a valu quelques inimitiés, quelques réactions courroucées de la part des autorités touristiques. Vous critiquez le tourisme à Genève, c'est pas possible. Les hôtels, qu'on ne pense pas aux jeunes et compagnie, c'est pas vrai. On ne pense pas qu'au tourisme d'affaires, au tourisme de conférences. On pense aussi aux jeunes. Mais on a démontré vraiment avec des chiffres à la clé que les jeunes étaient complètement relégués en second plan. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé de plus en plus au tourisme. J'ai même travaillé à l'école hôtelière Lausanne, au centre recherche, qui était extrêmement intéressant à l'époque, sous la direction d'un Anglais, d'un Écossais en fait, Colin Johnson. Et là, j'ai pu travailler sur la qualité de l'air de montagne. Et le bon air des Alpes, c'était l'intitulé du projet soutenu par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique. Et plus tard, à partir de 2003, j'ai commencé à travailler à la HESSO Valais, à Sierre, à l'Institut de tourisme. Et voilà, mes champs de spécialisation sont le tourisme durable, des créneaux un peu plus bizarroïdes aussi, le tourisme sombre, le tourisme de catastrophe, des choses comme ça. Voilà. C'est quoi le tourisme sombre? C'est le dark tourism, donc tout ce qui est lié à la mort, par exemple, D'accord. et à la visite de lieux où sont survenues des catastrophes, des tours jumelles, ou des théâtres de guerre ou de génocide, les camps de concentration et autres. Ça, c'est du tourisme sombre, qui peut être plus ou moins sombre, hein, plus ou moins dark. Une visite de D'accord. cimetière, c'est gentil. Hein, les catacombes, ça va aussi. Mais si tu visites un lieu où des crimes génocidaires ont eu lieu, c'est autre chose. Hein. Et Bien vous sûr. avez même le tourisme de conflit. Hein. Vous allez jusqu'au front, quasiment. Hein. Il y a des offres qui sont proposées sur Internet. Come Back Alive, hein, Reviens vivant, par exemple. Et c'est le nom d'un de ces sites. On va vraiment sur les théâtres d'opération, là où se déroulent les conflits civils et autres. Donc, Ouais. vous avez toutes sortes une gradation énorme, une palette extraordinaire de choses plus ou moins éthiques, hein, bien évidemment, hein, de Ouais. participer, de voir la souffrance de près. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus éthique de mon point de vue, bien évidemment. Je pense qu'on se rejoint là-dessus, François. Oui, je crois aussi, ouais. Alors Ouais. voilà. Déjà que j'ai du mal à regarder certains films parce qu'il y a Ah, trop de sang, alors je vais me dire, aller ah sur un oui. conflit, je suis un peu chochotte, comme dirait ma femme. Je comprends parfaitement. Je suis un peu du même style, hein. Alors ça va, on se Ouais. rejoint là-dessus. Dis-moi donc, dès le plus jeune âge, je veux dire, dès la naissance, plus ou moins, parce qu'avec ton mélange d'origine, comme ça, t'es, t'es né touriste, t'es né voyageur du monde, toutes Oui, ces c'est un peu influences ça. culturelles, Ouais. tous ces mélanges culturels, tous ces voyages de vie que tu as pu faire, etc. Je veux dire, t'es né voyageur. C'est vrai, je suis né avec des valises à la main comme ça. Bon, c'est une question de vie, hein. C'est-à-dire, on a déménagé au début suite aux études de mon père. Ensuite, pour des raisons professionnelles de mon père. Et voilà, j'ai continué à déménager par la suite assez régulièrement pour des raisons. Voilà, ça s'est inscrit un peu dans les gènes. Et une fois qu'on a pris comment est-ce qu'on pourrait dire, qu'on a pris l'habitude, on s'arrête plus hein, de déménager, de changer de culture, d'aimer se frotter à de nouvelles cultures, ça c'est certain. Bon, il y a les contraintes familiales par la suite, hein, donc si j'avais pas eu des enfants, une femme, etc., j'aurais continué certainement à voyager, à m'installer ailleurs.
Et c'est toujours dans un coin de ma tête, hein, de passer quelques mois à New York, quelques mois en Chine, etc. Mais l'occasion s'est pas encore présentée. Ça Qu'est-ce viendra que ça peut-être. t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte le voyage? Je trouve que c'est un enrichissement de faire la connaissance de nouvelles personnes, de nouvelles manières de penser, de nouvelles langues. Et c'est un exercice, il faut faire preuve de flexibilité. Et en fait, bon, à la base, je suis quelqu'un de curieux, hein. Ma curiosité est quelque chose de très très marqué quelque part, aux grandes dames de certaines personnes, notamment des proches, que je m'intéresse à trop de choses à la fois. Bon, ça m'a joué des tours aussi sur le plan professionnel aussi de papillonner, de m'intéresser à moult choses en même temps. Et voilà, parce que je suis un généraliste. Hein, et j'ai des collègues qui sont hyper spécialisés en leur créneau de l'e-tourism, hein, tout ce qui est numérisation, digitalisation, etc. Moi, j'ai horreur de rester cantonné dans mon petit précaré. J'aime bien sortir un peu du cadre, out of the box, hein, et ruer dans les brancards carrément et de proposer d'autres choses. Voilà. Bon, Bah, voilà, c'est un peu dans ma nature. Voilà, c'est un peu je ça. te propose de ruer un peu dans les brancards, D'accord. d'accord? Allons-y alors. Et j'aimerais avoir ton constat sur le tourisme actuel. Oh là là. Ah, ça, c'est une vaste question. Une vaste question et bien sûr, la situation actuelle nous fait nous poser encore davantage de questions. Déjà, juste avant la pandémie hein, du Covid ou de la Covid-19, et on parlait dans tous les médias, en tout cas spécialisés par rapport au tourisme, mais aussi en la grande presse, du surtourisme, de l'overtourism. On citait les cas de Venise, d'Amsterdam, même en Suisse par rapport à Lucerne, ou le Val Verzasca au Tessin, qui a attiré des milliers de Milanais en manque de nature et d'émotion. Et voilà, donc tout le monde en parlait et tout à coup, il y a eu un coup d'arrêt brutal et suite à la pandémie mentionnée tout à l'heure. Et là, il y a des spécialistes du tourisme, des critiques du tourisme qui se sont mis à évoquer la nécessité de réfléchir. Déjà avant la pandémie, mais ça s'est accru encore plus pendant la pandémie. Est-ce que on doit revenir au même tourisme après la pandémie, une fois que sera plus sous nos cieux? Ou est-ce qu'il faudrait profiter de ce temps d'arrêt et pour réfléchir aux fondations d'un nouveau tourisme, refonder le tourisme en quelque sorte. Et voilà, on en a discuté, il y a eu des articles ci et là, et après on a commencé à parler de revenge tourism, hein, Ouais, et je certaines me personnes souviens. qui Ouais. se sont dit voilà, on n'a pas pu voyager pendant 2 ans, maintenant on va s'éclater, on va refaire, disons, se mettre à travailler, pas travailler, à voyager à tort et à travers, bien sûr, parce que nous avons été frustrés, nous avons fait des économies en n'allant pas au cinéma, au restaurant, donc au moins éclatons-nous en vacances. Et voilà, donc il y a des gens qui ont recommencé à voyager, d'autres qui sont plus prudents, d'autres qui ont commencé à réfléchir pendant la pandémie. Est-ce que on va reprendre la même frénésie d'avant la pandémie ou pas? Donc il y a aussi d'autres questions qui se sont bien sûr greffées là-dessus. Nous avons le dérèglement climatique hein, que tu as mentionné tout à l'heure. Et voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à notre empreinte écologique, à nos émissions de CO2, peut-être voyager moins souvent, mais rester plus longtemps, réfléchir aux moyens de transport qu'on utilise, pratiquer un tourisme plus proche, qu'on appelle par exemple le nearcation. On reste à proximité, ou en tout cas au tourisme domestique. Il y a pas mal de Suisses, par exemple, qui maintenant pratiquent du tourisme dans le pays
parce qu'ils se disent que c'est pas encore sûr de voyager pour les uns, ou que s'il y a trop de contraintes, les tests, les contrôles, et le pass sanitaire, après on reste coincé dans un pays. J'ai un collègue qui me disait, par exemple, et on a quand même effectué un voyage à l'étranger, mais on a veillé qu'il y ait seulement une frontière entre la destination et la Suisse. Parce que s'il faut prendre l'avion, une escale, etc., et ça accroît les risques hein, que tout à coup un des maillons de la chaîne saute, hein, voilà, ferme ses frontières et on serait coincé. Et voilà, ils ont joué avec la prudence et d'autres qui se disent, mais c'est génial, j'ai découvert ou redécouvert la Suisse. J'ai un collègue qui m'a dit, mais je voyageais toujours à l'étranger et pendant le semi-confinement en Suisse, il n'y a pas eu de confinement comme en France, Mhm. aussi disons, extrême en quelque Strict, sorte. ouais. Et voilà, je suis allé dans les Grisons, Silva Plana et compagnie, et j'ai découvert ce coin du pays, mais c'est génial, j'aurais jamais imaginé. Donc, imaginez des collègues suisses qui travaillent dans le tourisme et qui ne connaissent guère leur propre pays. C'est assez fascinant. Ils connaissent plein de pays, ils ont voyagé à tort et à Partout dans le travers, monde. mais ils connaissent pas leur propre coin de pays. C'est souvent ça, Donc, hein, on dit toujours en français, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, hein, exactement, tout à fait. Ouais, ouais. hein. Et ils participent à des colloques partout dans des pays exotiques, etc. Bon, voilà, je vais pas donner trop de détails parce qu'il y a des Ouais. collègues qui se reconnaîtraient peut-être et c'est pas mon but non plus de qui se sentent mal à l'aise ou tout à coup qui aient mauvaise conscience. Et voilà, moi-même, je devrais aussi me critiquer. Hein. J'ai effectué des voyages dans le passé à des pays pour des mandats ou pour des vacances, etc. Maintenant, je réfléchis un peu plus à mon empreinte écologique et s'il n'y a pas des vacances un peu plus modestes ou plus sombres que je pourrais effectuer, y compris en famille. On n'a pas besoin d'aller aux Maldives hein, pour passer une quinzaine du tonnerre, par exemple. Alors, Euh, autant je comprends cette réflexion, mais je me dis que le tourisme est quand même un outil économique important. Et quand tu parles des Maldives ou dans ces pays, etc., qui sont dépendants du tourisme, le fait de ne plus pouvoir voyager va avoir un impact pas seulement économique, mais va avoir un impact social. Et donc, et eux n'ont pas cette capacité d'avoir un tourisme local qui va pouvoir continuer à perdurer ou à faire vivre les locaux. Est-ce que c'est pas un des grands enjeux aussi quand on parle du tourisme durable, c'est qu'on rentre dans une forme de déséquilibre. Alors évidemment, aujourd'hui, on est déséquilibré d'une certaine manière, mais est-ce qu'il n'y a pas un besoin de prendre ça en conscience aussi? Tu as tout à fait raison, François. Je te rejoins sur toute la ligne. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont dépendants du tourisme, hein, des pays du Sud global notamment, qui ont tout misé sur le tourisme, hein, leur infrastructure, je pense aux aéroports, aux hôtels, etc., et qui ont formé des gens dans le domaine du tourisme. Donc là, il faudrait prévoir une espèce d'atterrissage en douceur, une reconversion, mais ces pays-là ont besoin d'aide. Ils peuvent pas s'aliéner ou disons s'affranchir plutôt du tourisme radicalement du jour au lendemain. Bon, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement dans beaucoup d'espaces insulaires, etc. Mais c'était forcé et ils ont souffert de la situation. Ils en souffrent encore maintenant. Donc là, il faut vraiment que les pays qui ont envoyé le plus de touristes vers ces enclaves touristiques ou ces destinations touristiques leur viennent en aide en quelque sorte. Hein. Nous sommes quand même en partie co-responsables. Hein. On a envoyé Bien des sûr. hordes de touristes quelque part, on en a profité, des îles dans les Caraïbes aussi, etc. Donc, et ce serait la moindre hein, de les aider. Il faut pas les laisser tout seuls, hein, patauger dans cette espèce de
no man's land touristique, comme c'est devenu maintenant. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de réfléchir quand même à l'avenir du tourisme. Peut-être alors, par exemple, pour ces espaces insulaires, d'attirer des touristes de régions un peu plus proches et qui resteraient un peu plus longtemps sur place. Ou alors de proposer, bon, ça existe, hein, des offres maintenant, et de combiner le télétravail avec des vacances. J'ai vu des courtes vidéos, bon, c'était presque obscène, hein, des gens en plein confinement en Europe qui envoyaient des petites vidéos depuis le Costa Rica. Ah, me voici à la plage, c'est génial, je sirote et mon jus de mangue ou d'ananas, etc. C'est génial, ça coûte pas cher. Et j'ai un service impeccable, etc. Et vous, vous êtes confiné à Paris ou à Genève, hein, mes pauvres amis. Donc ça passait très très mal, bien évidemment. Mais on pourrait imaginer des choses comme ça, mais et d'un autre côté, ça peut avoir des effets pervers. Et si on mise beaucoup sur le télétravail, quelles seront les conséquences en termes de cotisation sociale, de salaire revu à la baisse, hein? Et parce que les employeurs, ils pourraient se dire, bon, Monsieur A, Madame B partent à l'autre bout de la planète faire du télétravail. On pourrait très bien engager en ingénieur indien, en comptable du Costa Rica ou encore en traducteur du Chili pour faire ce travail pour 10 fois moins de salaire. Donc, il Donc, faut voir, il faut créer des garde-fous en quelque sorte pour éviter ce genre de dérive. donc si on veut faire évoluer le tourisme vers un tourisme, je dirais, plus durable, mais surtout plus équitable, entre guillemets, on a besoin vraiment d'avoir une réflexion, pas unique, ou une réflexion globale avec chaque partie prenante. Et ce que j'entends, c'est qu'on a besoin de développer une capacité de solidarité vis-à-vis des pays qu'on a développés, auxquels on a contribué au développement touristique, pour justement ne pas les laisser tomber aujourd'hui. Parce que s'il y a une révision de la façon dont on voyage, on doit aussi peut-être y intégrer cette notion humaine de solidarité qui est importante. Qu'en Oui, penses-tu? oui, tu as tout à fait raison. La solidarité est un terme clé. Et il manque beaucoup de solidarité. Et ça, on le voit sur le front de la pandémie aussi. Les vaccins, les brevets, c'est quand même quelque chose de scandaleux, je trouve, et que le vaccin soit monopolisé par les pays du Nord. Dire qu'en Afrique, il y a seulement 2% de la population qui est vaccinée, dans certains pays d'Amérique latine, 10%, donc c'est négligeable hein, comme pourcentage. Et sur le plan touristique, c'est la même chose. Et savoir que le tourisme international est l'apanage de seulement 5% de la population mondiale et que le 95% restant, 95 comme on dit en Suisse, n'a pas vraiment la possibilité de voyager au loin. Là, on peut se poser des questions. Même dans les pays dits riches hein, ou dits développés, il y a une frange de la population qui peut pas se permettre ce luxe-là. En Suisse, c'est peut-être 15%, en France, c'est un peu plus élevé, ça dépend des contextes. Et puis bon, la France est un pays extrêmement diversifié, grand pays où l'on peut pratiquer le tourisme à l'interne, bien sûr, sans aucun problème. Mais Donc là, tu es en train de me dire, Raphaël, qu'il y a seulement un peu plus de 5% de la population mondiale qui voyage oui. et qui est responsable pour les 8% d'émissions carbone venant du tourisme dans le monde, c'est ça? Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Parce qu'on calcule, hein, par exemple, Stéphane Gosling, il est arrivé à la conclusion, et d'autres chercheurs, que le tourisme représente donc l'aviation, les infrastructures hôtelières, tout ça, même la nourriture hein, consommée par les touristes, 8% des émissions de CO2. Et si l'on part de ce constat que seulement 5% de la population mondiale voyage, donc effectivement, c'est 5%.
sont responsables de pratiquement 8% des émissions de CO2 issues du tourisme. Donc, ça nous fait nous poser des questions, bien évidemment. Parce qu'en fait, c'est pas nous qui souffrons des conséquences du dérèglement climatique, ou en partie, on a vu les inondations en Belgique, en Allemagne, catastrophiques, bien évidemment. Il y a eu des dégâts humains indéniables. Mais le gros, quand même, de l'impact climatique, c'est dans les pays du Sud. Et les paysans du Sahel, où il pleut de moins en moins. Vous avez de la sécheresse aussi au Brésil, j'ai lu ça récemment, des inondations ailleurs. Donc, c'est les populations pauvres qui n'arrivent pas à voyager et qui n'ont même pas rêvé de voyager, sauf en tant que migrants éventuellement, mais bon, c'est pas la même chose, bien évidemment. Et c'est eux qui souffrent au premier lieu des conséquences de ce dérèglement climatique. Et, Alors, qu'est-ce qu'on donc, peut faire? qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, oh là là, bon. Euh, Dans mon fort intérieur, je me dis qu'il faut changer passablement de choses, y compris le système économique. Je suis désolé de le dire. Il faut une refonte totale de ce système complètement injuste, où tu as par exemple une vingtaine d'hypermilliardaires dans le monde et qui émettent une quantité faramineuse d'émissions de CO2, ou qui possèdent une partie non négligeable des richesses mondiales. Donc ça, c'est foncièrement injuste. Il faudrait taxer davantage ces personnes-là. Vous avez même des milliardaires aux États-Unis qui demandent au gouvernement d'augmenter les impôts et les taxes sur la frange la plus riche de la population. Donc ça en dit long de cette espèce d'hiatus. D'autres, bien sûr, ils sont très contents de payer le moins de taxes possible, de profiter encore des paradis fiscaux et autres montages financiers, ce qu'on appelle d'une manière très gentillette l'optimisation fiscale, bien sûr. Bon, on joue avec la concurrence fiscale qui existe entre les pays. Donc, il faut vraiment changer cet état de choses. Ça peut plus continuer comme ça. Et j'imagine que si on ne prend pas des mesures maintenant, ça risque de nous éclater en pleine figure un peu plus loin dans le temps. Parce que Alors, d'ici 10, 20, 30 ans, avec le dérèglement climatique, là, il y aura des problèmes mais vraiment très, très sérieux. Si on ne alors, prend pas les mesures qui s'imposent maintenant. alors c'est marrant parce que là, tu me tends une perche incroyable. Donc, il y a le GIEC qui vient de sortir un rapport qui nous dit plus ou moins qu'on a 10 ans. OK? Mhm. Je suis entièrement d'accord avec toi que je pense que cette crise sanitaire n'a fait qu'accélérer la prise de conscience. Maintenant, il faut rentrer dans l'action. Donc, quelles seraient tes suggestions pour inviter les auditeurs qui écoutent et qui savent pas comment aller dans l'action, qui sont inquiets, qui ont peur parce que ça les sort de leur zone de confort. Ils en ont envie, mais ils savent pas comment le faire. Quelles seraient les premières étapes, à ton avis, à faire si je suis dirigeant d'hôtel ou tour opérateur ou j'ai des activités, etc., liées au tourisme? Bon, il faut dire que c'est pas des secteurs monolithiques, donc il y a déjà des hôteliers, des restaurateurs qui font des efforts indéniables et je les salue, chapeau bas. Mais bien évidemment, il faut euh, non seulement une prise de conscience, elle existe déjà, une certaine sensibilisation, mais de passer justement à l'action. C'est le fossé qui existe entre nos idées et notre comportement réel, qui a déjà été évoqué par des philosophes et même des géographes. Là, je pense au nord-américain Yi Fu Tuan. Et déjà en 1970, il a publié un article remarquable dans Scientific American sur ce fossé qui existe entre les deux. Donc, si jamais comme recommandation concrète, c'est par exemple de s'ouvrir un peu plus aux communautés locales, d'écouter les griefs de la population locale. Je me souviens d'avoir été en Éthiopie pour un mandat à Lalibela, un mandat de l'UNESCO,
Et puis, voilà, les paysans, ils n'avaient pas du tout accès à l'eau. Et d'un autre côté, il y avait des touristes venant de l'étranger qui se plaignaient à la réception de l'hôtel, mais l'eau ne coule pas tout le temps, c'est pas possible. Je paye ma chambre d'hôtel, j'ai le droit d'avoir de l'eau. Et donc d'expliquer à ces personnes-là que voilà, c'est une ressource rare dans la région et qu'il faut la manier avec parcimonie, etc. Donc ça, c'est un point très très important de former la population locale aussi, d'engager des locaux dans l'hôtellerie, dans le secteur touristique en général, et de proposer des objets d'artisanat locaux, parce que le nombre de fois où je vois des objets, des souvenirs où c'est marqué Made in China, donc c'est un peu frustrant quand même. Donc ça donne pas du tout envie d'acheter des petits cadeaux pour les collègues ou les amis ou la famille, etc. Et il faut aussi peut-être s'ouvrir un peu plus au tourisme local, proposer des offres, ne pas forcément faire du marketing à l'autre bout de la planète. Là, je pense même au cas suisse, hein, Suisse Tourisme, qui a lancé un label qui s'appelle Swisstainable, hein, Suisse et Sustainable, la durabilité suisse. La Suisse est censée être le pays qui protège le mieux son environnement d'après Suisse Tourisme. J'ai mes doutes hein, là-dessus, bien évidemment. Mais il lance ce label et en même temps, il continue avec la campagne marketing en Chine, au Brésil, en Inde, aux États-Unis. Alors, on se pose des questions. Est-ce qu'ils veulent vraiment mettre en œuvre du tourisme durable ou est-ce que c'est de l'éco-blanchiment quelque part où ils veulent attirer peut-être en segment touristique et qui est plus sensible à l'environnement, simplement comme rajout. Un peu comme le terme de transition énergétique. On parle depuis des années de transition énergétique et ça n'existe pas. On rajoute hein, de nouvelles sources d'énergie. Le charbon n'a pas du tout été remplacé. On n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant. Jamais autant de pétrole. Et on rajoute une petite couche d'énergie solaire, d'énergie éolienne, etc., etc. Mais ce n'est pas une véritable transition énergétique. Et pareil pour le tourisme. Ce n'est pas une véritable transition touristique pour l'heure. Et voilà. Et donc, bon, il y a plein d'autres recommandations, les éco-gestes, hein, réfléchir à ce qu'on utilise comme produit de nettoyage et de proposer une boîte à idées aux hôtes ou aux clients ou aussi au personnel. Hein, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour consommer moins d'eau, moins d'énergie et des produits de grand-mère qui servent à enlever le calcaire, etc. Bon, vinaigre et compagnie, c'est des choses toutes simples qu'on peut mettre en place, bien évidemment. Mais bon, les hôteliers, Mais les ça restaurateurs, c'est le haut du iceberg, non? oui, Je veux dire, c'est hein, ça. c'est le haut du iceberg. Maintenant, si on tape dans le dur, il faudrait faire Ah, quoi? oh là là. Là, bien sûr, c'est aux États d'agir aussi, mais on a les gouvernants qu'on mérite ou qu'on a nommés quelque part. Et donc, imaginez, si l'on commence à vouloir taxer davantage l'énergie, il peut y avoir des réactions. Si c'est pas accompagné par des mesures sociales, là, je pense à la question des gilets jaunes hein, en France. Je me mêle un peu des affaires du pays voisin, mais voilà, ça n'a pas été accompagné de véritables mesures sociales. Ils se sont sentis vraiment attaqués et parce que ils habitent loin, ils sont dépendants de leur voiture, ils peuvent pas passer, disons, acheter une Tesla et comme en chef d'entreprise ou en professeur d'uni, etc. Donc voilà, il faut réfléchir à ça, à l'accompagnement. Il faut taxer davantage les gros revenus et les entreprises GAFAM aussi et qui ne payent pratiquement pas d'impôts. C'est quand même fou. Une première étape, c'est ce que a proposé Biden, mais 15%, c'est risible. Il faudrait proposer 25% en tout cas, et pas toutes ces exceptions, parce qu'il faut que le chiffre d'affaires dépasse ceci, cela, que les bénéfices dépassent tel pourcentage. Donc il y a tellement de critères que finalement, ça va rien changer à la vie des GAFAM.
Donc voilà, il faut que les gouvernements se mettent d'accord, qu'il y ait une pression aussi populaire de la rue et qui demande des changements. Et j'ai lu pas plus tard qu'hier, que le 15 septembre, que beaucoup de jeunes éprouvent de l'éco-anxiété. Ils se reconnaissent plus dans les gouvernements. Ils voudraient que les gouvernements fassent des démarches. Et nous sommes un peu plus âgés, c'est nos enfants et presque nos petits-enfants pour certains. Disons, pas tout à fait encore pour moi, mais Pas encore, pas encore, pas non, pas encore. encore, mais disons nos enfants. Et on leur doit ça quand même, et de leur laisser un monde quand même habitable, un monde où l'on a du plaisir à vivre, à déployer ses activités sociales, familiales, professionnelles et autres. Et donc voilà, il faut qu'on pense à notre petit confort, qu'on renonce à un certain nombre de choses. Et bon, on parle souvent de l'écologie comme d'une punition quelque part. Et voilà, les voyages en avion seront interdits, la bagnole sera interdite, on va plus consommer la viande, on pourra plus faire ceci, cela. Non, et on peut renoncer à un certain nombre de choses et améliorer en même temps notre qualité de vie. C'est ça ce que l'on devrait quelque part essayer d'atteindre. Et là, je parle pour les gens qui ont certains revenus. Et les petits revenus, on peut pas leur demander de faire trop de concessions, bien évidemment. Là, je pense Non, à parce ceux qu'ils sont qui... déjà au minimum. Oui, exactement. Et là, je Il y a pense le à coût ceux de la vie qui... qui va augmenter aussi. Je veux dire, toutes les Oui, matières premières, etc. exactement. C'est déjà en Ça train ne fait que d'augmenter. d'augmenter, donc ça va être de plus en plus difficile pour les bas revenus. Hein. Exactement, tout à fait. Donc, il faut accompagner aussi socialement ces personnes-là. Le SMIC, c'est vraiment c'est le minimum vital. Donc, ça pose un tas de questions, bien sûr. Mais le terme de sobriété heureuse me plaît assez. Et à la place de consommer de plus en plus, on devrait essayer d'établir plus de liens avec le voisinage, par exemple. Ça, pendant la pandémie, il y a eu une solidarité qui est née avec le voisinage, d'aider et la personne âgée sur le palier avec les courses. Et il fallait qu'elle reste à la maison, de s'occuper des enfants d'un couple qui habite l'immeuble, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport aussi à ces professions qui se trouvaient sur le front, les caissières ou les caissiers, les infirmiers et infirmières, et voilà. Et donc, on les a applaudis, tout ça. Et maintenant, on est revenu à la situation d'avant. Ils sont stressés. Et il y en a qui ont carrément abandonné leur profession, même dans l'hôtellerie et la restauration. Oui, c'est C'est des petits catastrophique, hein. salaires. Ah oui, Et, c'est un métier dur, la restauration et ouais, l'hôtellerie, et c'est pas un métier valorisé. C'est exactement. ça le problème. Ouais. Et pourtant, ils nous rendent des services précieux, quand même. Bien sûr. Et dans les supermarchés, toutes ces professions qui étaient les petites mains, entre guillemets, et sans être péjoratif ni rien, au contraire. Et ils ont été exploités, très souvent, disons-le, sans embâge. Et il faudrait revaloriser ces métiers quand même, et qui nous ont rendu des services indispensables, indispensables. Mais le monde de Ouais. la culture aussi, qui a été est très fortement impacté par la pandémie, bien sûr. Mais et c'est ça ce qui est au cœur aussi du tourisme, les ressources naturelles et les ressources culturelles, ou disons plutôt les spécificités culturelles et naturelles. C'est ça ce qui attire le touriste. Mais il faut repenser ce tourisme-là, miser peut-être ou réfléchir davantage au voyage. Le voyage, on l'a mis de côté, et pourtant, ça peut être extrêmement riche d'utiliser d'autres moyens de transport, le vélo, la marche, pourquoi pas.
Surtout etc. qu'il y a des effets bénéfiques sur la santé aussi. Exactement, tout à fait. Et d'avoir ce voyage, c'est une transition douce du lieu de résidence jusqu'à la destination. Autrement, on va en avion, il y a toute la partie intermédiaire qui saute, hein, qu'on oublie quelque part. On trouve ça même fastidieux, hein, bien sûr, et avec raison. Et les portiques dans les aéroports, maintenant les tests, etc. On voudrait que ce voyage n'existe pas. Si la téléportation existait, bon, ce serait génial, hein. Pour autant qu'il n'y ait pas d'émissions de CO2 à la clé, bien sûr. Voilà, ouais. Ça reste à Ouais, ouais. voir, ça reste à voir. Ouais, ça, L'énergie c'est serait... possible hein, avec Star Trek. Hein. Il y a pas Voilà, de, qui il y a pas de... sait. Mais Dis-moi, donc, j'ai une question pour toi. ouais. Je suis inquiet. Autant je comprends ce que tu dis par rapport, comment dire, aux grands de ce monde, les gouvernants de ce monde qui gèrent nos pays. Je suis inquiet parce que le week-end dernier, je participais à un atelier où on questionnait justement quelles sont les actions qu'on peut faire et on a été dans l'histoire. Et on s'est rendu compte que le traité de l'Antarctique a été signé dans les années 59, ok, que 2 ans plus tard, il y avait un professeur qui s'appelle professeur Kering qui a commencé à comprendre qu'il y avait des effets, l'effet carbone avait des impacts sur le climat, que seulement 27 ans plus tard, corrige-moi si je dis une bêtise, mais les Nations Unies ont décidé d'avoir une définition officielle du développement durable, 27 ans. Donc il a fallu 27 ans pour les scientifiques pour convaincre les Nations Unies que c'était quelque chose qu'il fallait reconnaître. Et ensuite, je veux dire, il y a le congrès le sommet de la Terre, Rio, en Ouais. 92. Et en 2006, on a Al Gore qui nous envoie son film The Inconvenient Truth, où là, d'un seul coup, on se dirige vers le grand public. C'est-à-dire que c'était une grande première. Là, on a vraiment une conscience où il nous explique, etc. Et puis, il y a quelques années, on a eu le phénomène Greta Thunberg et qui, je ne rentre pas dans le détail de son message parce que c'est pas l'argument que je veux faire. C'est que d'un seul coup, les jeunes, elle a su intégrer les jeunes dans la réflexion de ça. Et je me dis que on est en 2021, ça aura pris 60 ans. Ouais. C'est-à-dire de passer du monde scientifique au monde politique et au monde politique à la population. Et à côté de ça, on a le GIEC qui nous dit, bah, les enfants, vous avez 10 ans pour agir. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'on a vraiment... il va falloir taper vraiment dans la foule, là. Enfin pas dans la foule, mais dans la botte de foin et dire, les gars, là, il faut se bouger, quoi. Il faut arrêter de faire du chichi, il faut arrêter d'être dans l'ego, et puis il faut coopérer, co-construire ensemble, collaborer dans un esprit gagnant-gagnant et inspirant, pour justement, comme tu disais, pour non seulement nos enfants, nos petits-enfants, mais peut-être nos petits-petits-petits-enfants, pour qu'ils puissent vivre dans un monde, comment dire, soutenable et agréable. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Des fois, moi, j'ai des moments de doute. Alors, heureusement que je rencontre des gens comme toi, et à travers mon podcast, qui me redonnent de l'espoir. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, est-ce que c'est pas une cause perdue? Ouais. Et pour répondre à ta question, en fait, les premières réflexions au sujet des émissions de CO2 et de leur impact, elles ont été faites à la fin du 19e siècle, déjà. Et il y a par exemple un chercheur en 1912, je crois, j'ai lu un article, un vieil article journal à ce propos. 1912, il y a un chercheur anglais qui disait déjà que si on consommait, si on exploitait de plus en plus de charbon, ça allait avoir un impact sur la température moyenne de l'atmosphère. En 1912. 1912. 1912 déjà. Wow. Et d'ailleurs, c'est une femme hein, qui, la première, a montré que le CO2 a une capacité d'absorption de chaleur bien plus forte hein, que d'autres gaz. Et elle a comparé un certain nombre de gaz. Et donc, c'est une vieille histoire déjà. Et peu à peu, il y a davantage de cercles scientifiques hein, qui ont eu vent de ces réflexions, des résultats de ces quelques expériences et autres.
Et il y a des secteurs qui ont carrément caché la chose, hein, le secteur pétrolier, par exemple. En 1970, ils savaient pertinemment déjà qu'il fallait arrêter l'exploitation du pétrole. Mais ils l'ont bien caché. C'était leur business model, hein, comme on dit maintenant. Mhm. Ils se reposaient là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, même le grand public, hein, on parle, hein, il y a tout le monde, mais je suis sûr que le 90%, en tout cas la population mondiale, a déjà entendu parler de réchauffement climatique, dérèglement climatique, des rapports du GIEC, hein, les médias en parlent. Mais justement, par rapport au rapport du GIEC, ça a soulevé des vagues, ça a suscité une vague intense, hein, pendant 2, 3 jours. Et on n'en Ah parle oui, plus en maintenant. Suisse. Mais la vague, elle était en Suisse. Parce qu'en France, on passait plus de temps à parler du transfert de Messi au Paris Ah oui, Saint-Germain oui, qu'à c'est parler juste. du rapport du GIEC qui Oui, nous concerne tous. Alors que Messi, bon, bah, on est content pour lui, il a trouvé un oui, boulot, mais quand oui, même, oui, c'est quoi. ça. Tout à fait. Non, mais même en Suisse, hein, le journal de référence que je lis a consacré 2 pages au transfert de Messi. Donc, ça m'a vraiment scandalisé en quelque sorte. Hein, Ouais, on mais marche sur la voilà, tête. c'est fou, c'est fou. Mais c'est vrai que il faut agir maintenant. On peut plus tergiverser. On peut plus attendre que d'autres pays fassent le premier pas. Parce que c'est ça un peu la politique. En Suisse, par exemple, on se dit, mais certains cercles, ils disent, mais la Suisse, ce n'est qu'une fraction de la population mondiale. Il faut que ce soit la Chine qui bouge, les États-Unis, etc. Non, il faut que tous les pays bougent, y compris la Suisse. La Suisse n'a pas de leçon à donner, hein. Il faut qu'on agisse en Suisse. En plus, la compensation carbone, on veut la réaliser à l'étranger, hein, et parce que c'est meilleur marché, c'est plus facile. Non, c'est ici qu'il faut faire les changements qui s'imposent. Ils sont trop modestes en Suisse. Oui, mais est-ce Ils- qu'ils sont pas trop aussi centrés justement sur ce modèle traditionnel qui est purement économique? oui, C'est-à-dire que voilà, il y a une logique financière derrière tout ça, et on oui, n'arrive pas à s'en débarrasser. exactement, c'est ça. C'est ça. Et aussi le mythe de la Eh, croissance sans fin. Même dans le domaine du tourisme, si vous écoutez un certain nombre de spécialistes ou d'acteurs touristiques, ils ne pensent qu'à la croissance. Ah, il y a eu une croissance de 10% du nombre de touristes. Tout va pour le mieux, c'est génial. Ça fait tourner le secteur touristique, etc. Mais à la place de se poser d'autres questions, quelle est la durée de leur séjour? Combien dépensent-ils sur place? Quel est l'impact écologique de leur voyage? Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de réduire ces émissions de CO2 des touristes qui viennent? Et on ne peut pas uniquement, disons uniquement, c'est fallacieux de ne penser qu'à la croissance tous azimuts. Il faut hmm. qu'on se débarrasse de ça, du PNB par exemple. Ah, et voilà, les gouvernements, pour se faire élire, ils disent, voilà, sous euh, notre période au pouvoir, 4, 5 ou 7 ans, le PIB a cru de 10%, c'est génial, on a créé 100 000 emplois. Bon, ça c'est un peu mieux déjà, mais de ne penser qu'en termes de PNB ou PIB, non. Il faut intégrer Exactement. beaucoup de questions là et l'impact sur l'environnement, hein, qui n'est pas inclus hein, dans le calcul du PIB, ou qui fait accroître le PIB, par exemple, lorsqu'il s'agit de dépolluer des sols, hein, ça fait accroître le PIB, mais c'est mieux de réfléchir en amont, de ne pas Hmm. polluer les sols, tout simplement. Ou alors de penser aussi à la qualité de vie. Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que les gens sont contents d'être ici? Est-ce qu'ils s'épanouissent, par exemple? Qu'en est-il des maladies, de l'obésité, par exemple? Est-ce qu'il ne manque pas un peu d'exercice, de permettre aux gens de sortir un peu plus, de marcher dans la ville, de rendre la ville agréable? C'est ça aussi, la qualité de vie dans les villes. Hmm. Et qu'est-ce qui pousse les gens à partir le week-end dès qu'ils ont un moment de libre? C'est parce qu'ils se sentent pas à l'aise dans la ville, très souvent. Donc, de proposer davantage
et de zones vertes en ville, de végétation, de zones pédestres ou piétonnes, des choses comme ça, des activités pour les enfants aussi, que les enfants puissent jouer dans la rue aussi sans craindre pour leur sécurité, etc. Et en raison des véhicules, etc. Donc, et il faut repenser la ville pour donner aux gens davantage de raisons de rester en ville, davantage envie de faire des activités en ville. Bah, d'ailleurs, on a vu en France, après la crise et les différents confinements qu'on a pu avoir, les gens essayent de sortir de la ville et de retrouver la campagne parce que justement, ils ont vécu cette période de manière douloureuse, quoi. Ils Oui, se sont rendus compte que une fois qu'il n'y a plus de restaurants, qu'il n'y a plus d'activité, ben, oui, je veux dire, on c'est vit vraiment dans des conditions qui sont pas tellement agréables. Est-ce que exactement. tu penses? Ouais. Oui. Et surtout si on vit dans une cage à lapins, comme on dit, sans balcon, sans terrasse, sans jardinet, sans parc à proximité. Donc ça, Hmm. il faut en être conscient. Il faut essayer d'améliorer ces situations. Est-ce que tu es optimiste par rapport à la situation et à l'évolution du tourisme? Bon, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste, mais tout comme toi, j'ai des moments de doute. Je me dis, mais non, on va pas s'en sortir. Le temps presse, il n'y a rien qui bouge. Où les gouvernements, les acteurs ne font que discuter, mais il n'y a pas encore de décision concrète. Ou alors il y a des récupérations. Le marché carbone, ça, on peut le critiquer. Les entreprises, voilà, qui proposent des produits verts. Maintenant, il y a l'aviation qui s'y met, les vols aériens verts avec des biocarburants ou alors de l'huile de friture, etc. Mais bon, c'est anecdotique. Ou des voyages à hydrogène, hein, des vols à hydrogène. Mais c'est c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut vraiment, il faut pas se voiler la face, il faut pas se leurrer. Il y a des changements et en partie douloureux, mais c'est pour ça qu'ils doivent être accompagnés, qui doivent être faits. Et ça devient urgent. Donc j'espère ne pas sombrer dans un pessimisme trop profond, hein, bien évidemment. Je crois quand même en la capacité de l'homme, avec un grand H, hein, bien évidemment, de réagir, de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent. Je garde encore un peu d'espoir. Mais bon, le temps Dis-moi, presse. il faut garder de l'espoir et puis il faut continuer à bousculer les choses et à les faire avancer. J'ai entendu une personne qui avait dit quelque chose qui m'avait interpellé. J'avais trouvé ça très intéressant. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Qui a dit que l'ère industrielle avait été dirigée par l'homme et l'ère écologique sera dirigée par la femme. Qu'en penses-tu? Ah, ça c'est extrêmement intéressant. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et je suis d'accord avec ceci. Les femmes, pour diverses raisons, elles seront quand même plus proches de la vie, de la nature. Et l'homme, en tout cas le modèle masculin que l'on a en tête, c'est le gars fort et qui s'impose et qui est ambitieux, etc., etc. Et ce modèle-là, il faudrait qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Il faut que les hommes deviennent un peu plus féminins entre guillemets et, et voilà, plus proche de la sensibilité, plus proche de la douceur, de la gentillesse. C'est un mot qu'on n'ose plus tellement dire, hein, la gentillesse. Bon, ça revient un peu quand même. Même dans le management, hein, un management un peu gentil, etc. Bon, il y a eu un débat récemment à la radio en Suisse, un manager qui disait, voilà, on peut pas être gentil en tant que manager, c'est pas possible et c'est des gens inhumains, etc.
et un autre manager de son État, qu'il était encore à ce moment-là, qui disait non, non, moi je fais les choses correctement. Si je dois licencier quelqu'un, bon, j'ai quand même une pensée pour lui, etc. Donc voilà, et la question se pose, hein, bien sûr. Et donc il faut maintenant démonter ce patriarcat, hein, qui est encore très fort dans notre monde. Et ça, on le voit avec certains présidents, Bolsonaro, Trump à l'époque, etc. C'est quand même des gars très masculins, mais dans le sens négatif du terme, hein, Mm. qui foncent dans le tas, qui n'ont aucun égard par rapport aux autres, Il n'y a pas de etc. bienveillance. Et si l'on prend une Merkel, par exemple, hein, qu'on appelle la Mutti en allemand, en Allemagne, donc la grand-maman, la mamie en quelque sorte, bon, c'est vrai, et on peut critiquer certains aspects, certaines décisions, bien sûr, mais elle sait présenter les choses, rassurer un peu les gens, etc. Bon, mais c'est bien sûr des exemples tirés comme ça au hasard, en quelque sorte. Mais c'est vrai que même les villes, elles ont été pensées par des hommes et pour des hommes. Par des hommes et pour des hommes actifs en plus. On a oublié les enfants, les adolescents. On a oublié les seniors, hein, les personnes âgées. On a oublié les femmes, mais toutes les femmes. Et cela doit changer. L'urbanisme doit devenir plus inclusif, un peu comme l'écriture. Et le tourisme aussi un peu plus inclusif. Et donner davantage la parole aux femmes des communautés locales aussi. Hein. Elles travaillent quand même avec davantage d'énergie quelque part que nous. Hein. Et les hommes sont admirables, admirables. Et il faudrait qu'elles puissent contribuer à refonder le tourisme. Mm. Tout à fait. Elles ont leur place. Elles ont une sensibilité. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour des femmes et j'ai trouvé qu'il y avait un humanisme. Alors évidemment, on ne peut pas dire que toutes les femmes sont comme ça, comme on ne peut pas dire que tous les hommes Exact. sont excessifs aussi. Mm. Mais il y a une sensibilité, un humanisme quand même naturel qui existe et qui fait du bien, qui rassure, même pour un homme. Et je trouve que ça c'est bien, c'est encourageant. Écoute, Raphaël, j'aimerais continuer encore quelques heures avec toi. C'est vraiment super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton opinion. Je suis sûr que tu vas faire réfléchir pas mal de personnes suite à la conversation qu'on a eue. Mais je l'espère. Mais je voulais simplement rajouter que j'enseigne à des jeunes, donc qui ont entre 20 et 25 ans grosso modo dans le supérieur, et j'essaie de les faire réfléchir à la question du tourisme, et ils sont tout ouverts à ces idées, et il y en a qui sont très sensibles à la question environnementale, mais de la durabilité dans ces trois dimensions, hein, économique, bien sûr, mais n'oublions pas le social et l'écologique, hein, l'environnemental. Donc, j'ai bon espoir quand même et qui vont réussir à contribuer à refaçonner le tourisme de manière bienveillante et de manière inédite et originale. J'ai bon espoir en tout cas. Et Je te rejoins. Je ouais, te rejoins. À chaque fois que je suis en contact avec des jeunes, je suis impressionné. ouais, c'est Je veux fou. dire, ils sont créatifs, ils sont enthousiastes, ils ont des opinions des fois bien posées, hein, bien cadrées. Ils savent ce qu'ils veulent et ils bougent. Ouais, Ils bougent, ils sont dans l'action. exact. Ouais, Et ça fait du bien, surtout pour quelqu'un de ma génération. C'est de temps en temps, il me donne un peu un coup de pied au derrière et ça fait du bien et de me dire, hey, papy, allez, on bouge. Hein. Donc c'est Et super. c'est justement pour ça que je garde encore espoir, que je demeure optimiste en quelque sorte, en Ouais. voyant ces jeunes qui seront les leaders de demain, les acteurs du tourisme de demain. Et donc, je te remercie du fond du cœur, François, pour cette occasion que tu m'as donnée de m'exprimer à ce sujet. Et c'est vraiment génial. Je trouve que tu Merci à es toi d'avoir accepté. bienveillant et gentil, comme nous devrions tous l'être. Merci C'est beaucoup. super. Hein. Merci Raphaël.
Merci. À très bientôt. À bientôt, ouais. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.